C-Sports Analytics, la data au service du sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C-Sports Analytics, la data au service du sport. Le podcast qui décrypte et détaille pour vous l'importance de l'utilisation des données dans le monde du sport. Aujourd'hui, nous recevons Titouan Wood, assistant coach à l'ASM Basket, avec qui nous allons aborder le sujet de l'analyse vidéo et des données dans le monde du basket de haut niveau. Salut Titouan, comment tu vas ? Salut, très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps, nous parler un peu de toi, ton parcours, qu'est-ce que tu fais au quotidien, etc. Alors pour me présenter, à partir des études universitaires, donc j'ai commencé par une licence STAPS, entraînement sportif. J'ai ensuite enchaîné sur un master analyse de jeux et big data, donc voilà, spécialisé dans l'analyse vidéo et la donnée. Et pendant ce master, j'étais 2 ans dans le centre de formation du Champagne Basket à Reims, en tant qu'assistant coach de l'équipe Espoir, en charge d'analyse vidéo, d'analyse statistique et donc de toute la partie stratégique un peu. Et donc ensuite, j'ai complété mes études par un master à Lyon, directement en 2e année, statistique et informatique pour la science de données, qui permettait de bien compléter le côté poussé en data et qui permettait de faire du lien avec la vidéo. Ok. Et donc pendant ce master, c'est aussi cette année-là que je suis arrivé à Monaco, dans le centre de formation. Ok, super. Justement, du coup, quelles sont tes missions au sein de l'ASM Basket ? Alors mes missions au sein de l'ASM Basket, c'est comme au Champagne Basket, c'est être en charge de l'analyse vidéo, de l'analyse statistique, préparer les matchs pour qu'on puisse ensuite en tirer ce qu'on veut, s'entraîner dessus la semaine et essayer de répondre au mieux le jour du match. Ok, je vois, très clair. Et du coup, comment se déroule une saison d'espoir de championnat ? Combien vous avez de matchs globalement ? Combien de matchs par semaine aussi ? Et comment pour toi va s'organiser une semaine type de travail entre guillemets ? Alors une saison d'espoir, c'est comme une saison de Betclic Elite de première division parce qu'on joue le même championnat. Ok. On joue 3 heures avant les pros en levée de rideau en général. Et donc, on a 34 matchs dans la saison. Okay. Et puis ensuite, on a des petits playoffs qu'on appelle le Trophée du Futur. C'est sur 3 jours. Okay. 3 matchs pour ceux qui vont au bout. Environ un mois et demi de pré-saison. Et donc, avec potentiellement 6 à 7 matchs amicaux. Ça fait une 40aine de matchs la saison. Et donc, comment on se prépare ? Les fois où on a joué avant, quand le championnat a déjà démarré, on est plutôt focus sur nous, puis ensuite on enchaîne sur l'adversaire. Ouais. Du coup, il y a quand même des différences entre le centre de formation et l'équipe professionnelle, ou c'est quasiment exactement la même chose ? Les différences, elles sont plutôt dans l'obligation de résultat que nous, on a moins que l'équipe forcément. professionnelle. Ouais. On est un peu plus axé sur la formation du joueur. Il y a des clubs, leur objectif, c'est de développer les joueurs avant de faire des résultats. Bien sûr. Souvent, les deux, c'est quand même mieux. Il faut aussi apprendre aux joueurs à gagner. C'est différent dans ce sens-là où il y a moins de pression. Mais ensuite, on essaye de les entraîner comme des pros, avec des entraînements, de la vidéo. On essaye de les mettre dans le même processus, puisque vu que c'est la dernière marche avant qu'ils passent professionnels, faut qu'ils puissent savoir à quoi s'attendre s'ils font le pas. Ok, je vois, très bien. On est dans un podcast qui décrypte l'utilisation de la donnée dans le monde du sport. Justement, toi, est-ce qu'en plus de l'analyse vidéo, tu utilises la donnée ? Alors oui, parce qu'en fait, ça permet d'être un accélérateur. Si on s'intéresse à un match, si on le regarde, on va mettre 1h30 à tirer nos conclusions. Voilà, une fois qu'on l'a fait et qu'on l'a analysé à la vidéo. Utiliser la donnée juste avant, ça permet de pouvoir avoir un œil particulier sur le match. Ça permet de un peu avoir une idée de ce qu'on veut regarder, même si ça veut pas dire que c'est ce qui s'est vraiment passé. Oui, des fois, on sûr. peut avoir des différences entre ce qui ressort à la statistique et à la vidéo. Donc voilà, il faut réussir à garder son esprit ouvert, mais ouais, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, pour avoir le profil de l'équipe, selon les statistiques, si elle joue de manière très rapide, si elle tire plus à 2 points, à 3 points, enfin, des petites choses comme ça. Ok, très clair. Du coup, pour conclure un petit peu cette partie d'intro, on va dire, par rapport à la culture plus orientée data, on sait qu'à l'étranger, elle est pas mal développée, surtout en NBA aux États-Unis. En France, où est-ce que ça en est ? Dans ton club, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place particulières ? Tout le monde va répondre oui, qu'ils utilisent les statistiques. Surtout au basket, c'est un sport qui s'y prête très bien. Mais ça reste des statistiques résumées des matchs, de ce qui s'est passé. C'est très descriptif. Ouais. Et donc, c'est pas très poussé. Si on s'intéresse plus aux données de tracking, par exemple, au GPS, là, c'est complètement différent. C'est moins développé qu'en NBA, en Europe. Mais aussi, le sport fait que c'est compliqué, vu que c'est un sport en salle. Les GPS classiques ne fonctionnent pas
comme pour les J'imagine. sports d'extérieur. Oui. Et donc, ça nécessite des systèmes différents qui ne sont pas du tout démocratisés pour l'instant. Ok, super. Eh bien, merci pour cette intro. On y voit un petit peu plus clair sur l'utilisation des données dans le basket. Maintenant, on va essayer de faire un petit lien entre l'optimisation de la performance par l'analyse vidéo et l'utilisation des données. Et dans un premier temps, toi, au quotidien, quels outils tu utilises autour de la vidéo, de l'utilisation de la vidéo? Est-ce que dans ton club, il y a des choses qui sont communes à d'autres clubs, où vous avez des outils plutôt spécifiques? Alors, ce qui va être commun à tous les clubs, c'est d'avoir son logiciel d'analyse vidéo performant, professionnel, pour pouvoir exploiter au mieux la vidéo. Ouais. Il y en a 3 acteurs principaux, mais il y en a un qui a le monopole, c'est SportsCode. Ok. Tous les clubs vont avoir tout outil d'analyse vidéo. Juste l'outil ne fait pas tout. On peut faire des choses complètement différentes. Et il n'y a pas un club qui fait la même chose. Il n'y a pas un club qui va fonctionner de la même manière. Il y aura forcément des petites différences. Ok. Et ça, c'est aux appréciations du coach, des staffs. C'est en fonction de ce qu'ils aiment analyser, voir, de ce qu'ils vont chercher à retranscrire aux joueurs aussi. Donc ça, c'est sur le côté vidéo. Et après, sur le côté données, nous, on essaye d'apporter un peu plus de choses. Par exemple, dans les statistiques, c'est très axé sur l'attaque, très peu des défensives. Et donc, avec l'analyse vidéo, on essaye d'apporter plus de données pour retranscrire un peu plus ce qui s'est passé en défense, responsabiliser les joueurs, voilà, leur apporter plus de matière dans leur progression globale. Ok, du coup, on voit que c'est plutôt propre à chacun des clubs. Donc, justement, est-ce qu'il y a plutôt des facilitateurs, des freins au sens plutôt large au niveau de l'utilisation des données? Alors, les facilitateurs ou les freins, ça va être un peu le budget qu'on peut allouer. Après, voilà, il y a des compétences un peu plus spécifiques à la donnée qui permettent à moindre coût, par exemple, de créer des petites applications de visualisation, Je vois. de faire ressortir plus de choses plus facilement. Ouais, bien sûr. Et ça nécessite pas forcément des coûts, c'est plus les compétences. Et donc ça va être en fonction de ce que les staffs ont en termes de compétences. Et du coup, toi, dans ton quotidien, d'où provient la donnée que tu utilises? Est-ce que tu as des outils particuliers que tu ne retrouves pas dans d'autres clubs? Alors la donnée déjà, elle provient donc des statistiques des matchs, ce qu'on appelle les box scores. C'est ce qu'on peut voir sur internet si on tape un match et on a toutes les statistiques de manière collective et individuelle. Et donc à partir de ça, on peut calculer plus de statistiques pour avoir plus d'indicateurs. Et ensuite, ça va être tout ce qu'on va prendre à la vidéo, ça va créer de la donnée, Ouais. surtout au fur et à mesure de la saison. Et ça, c'est souvent inexploité. On peut l'utiliser. On va avoir des applications de visualisation qui vont créer des rapports pour les joueurs à la fin des matchs pour qu'ils se situent entre eux ou même eux-mêmes par rapport à leurs objectifs. Ok, du coup, en parlant d'objectifs, vous fixez des objectifs à vos joueurs, j'imagine, durant la saison, même au sein de chaque match. Comment vous fixez ces objectifs? Donc on va les fixer au début de la saison, déjà eux ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont en dernière année, qui doivent passer professionnels à la fin de cette année. Il y en a qui sont en première année, donc potentiellement ils ont 3 ans d'espoir. Donc Ouais. déjà les objectifs individuels peuvent être complètement différents. Ouais. Il y a des différences d'objectifs aussi. Il y a des joueurs qui veulent finir au plus haut niveau dès leur fin de cursus de formation. Et il y en a pour lesquels ils savent qu'ils vont plutôt essayer d'aller en 2e ou 3e division. Ouais. Et ce qui ne leur empêchera pas peut-être dans le futur d'accéder à la plus haute. Mais voilà, donc déjà il peut y avoir des objectifs individuels différents. Après nous, il faut qu'on puisse faire bien jouer ces 10 joueurs ensemble, Ouais. en fonction de leurs objectifs aussi, parce que tu leur demandes, ils veulent tous jouer tout le match, Bien sûr. et donc c'est pas possible. Il faut qu'ils puissent bien jouer aussi, parce que s'ils sont que sur quelque chose d'individuel et que l'équipe ne prend pas, ça va desservir à tout le monde. Et ensuite, il y a les objectifs par match, plutôt collectifs, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas aller les challenger aussi individuellement sur des petits points. Ouais. Du coup, est-ce que tu as des joueurs qui portent un intérêt particulier à l'utilisation de ces données? Ouais, il y a des joueurs plus curieux que d'autres, mais même pas que dans les données, dans tous les aspects. Ouais. Il y a des joueurs qui sont très demandeurs, il y a des joueurs qui sont pas forcément demandeurs, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas intéressés. Ouais. Il y a des joueurs qui vont être peu intéressés, mais pourtant ils sont un peu obligés de faire avec, parce que c'est les besoins du monde professionnel. Voilà, ils ont besoin d'avoir un certain nombre de chiffres sur l'adversaire pour mieux comprendre comment jouer, etc. Voilà, on va faire de manière collective nos causeries, etc. Ouais. Mais après, s'il y en a qui sont demandeurs, on peut faire un peu plus individuellement aussi avec. Ok.
te propose qu'on se mette un petit peu dans la situation où tu prépares un match. Comment ça se passe? Est-ce que tu vas t'occuper que de ton équipe et de l'adversaire? Comment toi tu vas restituer les analyses que tu prépares en amont à tes joueurs? Et comment tu vas ensuite suivre les performances des joueurs pendant un match et voire même pendant la saison du coup? Alors déjà, si on est en cours de saison et qu'on prépare un match, la première étape, c'est de faire un retour sur ce qui s'est passé au dernier match. Ok. Voilà, c'est le début de notre semaine. Je séquence le match en direct, donc 20 minutes, une fois qu'on a le flux vidéo, on a déjà notre analyse de match. Ok. On n'est pas obligé de revoir le match, etc. Mhm. Donc ça peut aller très vite, même les joueurs pour qu'ils se voient, ils ont leur vidéo une demi-heure après le match sur une plateforme. Ok, d'accord. Et le premier jour de retour, là on fait le retour collectif sur notre match avec les visualisations, qu'est-ce qui s'est passé, comment il se place en défense et globalement dans le match. Et ensuite, dès le lendemain, on enchaîne très vite sur l'adversaire pour pouvoir s'entraîner 3-4 jours sur leur système, etc. Ok. Donc nous, ça nécessite d'aller très très vite en vidéo. Et donc voilà, tout au long de la semaine, ça va être mieux connaître l'adversaire. Juste avant le match, ils ont aussi des vidéos joueurs pour plus individuellement, savoir ce qu'ils vont avoir à faire. Et donc là, c'est plus chaque joueur vient récupérer ce qu'il a besoin en fonction de son poste, parce qu'il y a des joueurs qui vont pas défendre sur d'autres. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas non plus regarder la vidéo. On aura nos objectifs collectifs le jour du match, puis même tout au long de la semaine, de toute façon, on répète un peu, on s'entraîne sur des situations, on valorise des secteurs de jeu à l'entraînement. Ok. Par exemple, marquer un 3 points peut valoir plus de points une semaine qu'une autre, parce que ça va être le thème du match et le plan de jeu. Ok, super intéressant. Ça représente combien de temps ces temps d'analyse vidéo? C'est très variable, ça dépend combien de matchs on prend. C'est en première phase, ça peut représenter jusqu'à une dizaine d'heures dans la semaine, tout compris, pour analyser les matchs, restituer, etc. Pour les joueurs, eux, au maximum, ça va être 3 vidéos de 10 minutes. Ils ont que le résultat qui est une infime partie de tout le processus. On va dire entre 5 et 10 heures. 10 heures, c'est max. Ouais, c'est pas mal quand même. J'imagine que tous les clubs sont pas forcément égaux en termes de moyens dédiés à l'analyse vidéo. Comment est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact des entre guillemets bienfaits de l'analyse vidéo? C'est toujours compliqué à quantifier puisqu'on ne rejouera pas 2 fois le match sans l'avoir préparé et en l'ayant préparé. Oui, bien sûr. Donc on ne peut pas avoir une idée précise du nombre de points, de l'écart, l'impact que ça aurait eu. Mais un des points qui peut être utilisé, on va regarder ce qu'on a fait au match aller par rapport au match retour. Bon, après il y a toujours cet aspect domicile-extérieur aussi qui biaise la chose, mais généralement si on fait toujours mieux sur les matchs retour que sur les matchs aller, c'est quand même un bon indicateur. Ok. On va surtout voir, nous, la progression de comment nous on joue tout au long de l'année, si on est satisfait de notre façon de jouer. Ok. Du coup, on a balayé un petit peu le champ des possibles en termes d'optimisation de la performance grâce à l'analyse vidéo et à la donnée. On sait que les données peuvent servir à d'autres choses dans le monde du sport et en particulier au recrutement. Comment se passe le recrutement au sein de la cellule Espoir? Est-ce que vous avez recours aux données, à l'analyse vidéo pour recruter des joueurs, des profils particuliers? Ouais, il y a plusieurs façons de faire ce recrutement. La vidéo, forcément, parce que même quand on va recruter des joueurs étrangers, des fois, on n'aura pas l'occasion de les recevoir pour les tester. Ouais. Donc il faut qu'on soit sûr de nous, sur ce qu'on voit à la vidéo. Donc la vidéo indispensable. Après il y a les statistiques aussi, mais il faut voir ce que ça vaut d'un championnat par rapport à un autre. Ouais, le niveau n'est pas le même. Le niveau n'est pas forcément le même. Avec l'expérience, on arrive à s'apercevoir de petits équivalents, etc. Ça dépend aussi de la place que le joueur a dans son équipe. Oui. Le rôle n'est pas le même, et si on lui offre pas le même rôle, son apport sera pas forcément le même. Oui. Ouais, il faut pas se louper, parce qu'après, on a l'équipe pour toute la saison. La vidéo surtout, ça permet d'avoir un bon aperçu et de révéler les qualités athlétiques par exemple. Et ça, il les perdra pas d'un championnat à un autre. Mais après, par contre, vous avez quand même accès aux vidéos des championnats étrangers? Ça dépend, ouais. Il y a un outil qui s'appelle Instat qui a tous les championnats pro, mais il est payant, donc pas tous les clubs l'ont, encore plus en espoir, en pro beaucoup plus. Donc si on n'a pas accès à ça, il faut réussir à trouver des vidéos. Souvent, quand les agents proposent des joueurs, ils arrivent avec une vidéo. Ouais, il y a le rôle des agents aussi. C'est ça, mais après c'est eux qui l'ont monté, donc des fois c'est bien aussi de pouvoir récupérer un match pour pouvoir voir ce qu'on veut voir nous, plus que eux ce qu'ils veulent montrer.
Des fois, c'est beaucoup de recherche. On essaye de trouver une source sur un site et des fois, il n'y a pas grand-chose. Ok, donc on a vu que les données avaient pas mal d'impact dans le monde du basket. J'imagine que les choses évoluent alors à plus ou moins grande vitesse. Est-ce que selon toi l'utilisation de la donnée a permis de mettre en évidence ou d'objectiver des évolutions majeures dans le basket de haut niveau ? Ouais, même l'utilisation de la donnée a provoqué une évolution dans le basket à haut niveau. Ouais. Depuis 2013, les salles sont équipées de Sports VU qui maintenant sont devenus Genius Sport en NBA. D'accord. Et en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où les salles ont été équipées, il y a une saison où le nombre de tirs à 3 points tentés a été doublé d'une saison à d'une autre. Parce qu'en fait, avec les changements de règles avant les années 2000, puis en fait, entre les années 2000 jusqu'à cette année-là, 2013, on a eu pas mal de tirs à 3 points qui nous ont permis d'avoir de la donnée et donc savoir ce qui se passe. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était bien plus profitable de tirer à 3 points que tirer à mi-distance, par exemple. Et donc, c'est un peu dans l'esprit de Houston. C'est un peu les premiers qui ont tiré ça à l'extrême et qui ont dit on ne tire que très proche du cercle ou qu'à 3 points. On fait plus rien. Même ils ont enlevé des grands de leur équipe. La donnée, ça a permis de changer ça. Et donc, maintenant, le 3 points a une place tout autre qu'il y a 10 et encore plus 20 ans. Donc oui, forcément, ça permet de faire des changements, que les équipes maintenant se regardent toutes, se connaissent toutes. Des fois, il y a des modes dans les systèmes de jeu utilisés, c'est pas les mêmes, d'année en année, ça évolue. Ouais. Parce que peut-être qu'une équipe a réussi à attaquer parfaitement sur un système et du coup ça devient un peu la mode, etc. etc. Ouais. On voit que ça a quand même pas mal révolutionné le basket. Et toi, toutes ces évolutions-là, est-ce qu'elles ont changé ta pratique ? Alors, t'as pas forcément non plus énormément d'expérience, mais est-ce que ça a changé ta manière de travailler ? Ouais, c'est ça, en 4 ans, moi ça a rien changé. Je suis arrivé au moment où on s'en est déjà un peu plus rendu compte. Mais Oui, le fait forcément. que nous, on a un œil un peu plus aguerri sur la donnée, je pense qu'on est une équipe qui tire le moins à mi-distance du championnat. D'accord. Donc nous, on a cet impact sur notre équipe aussi. Ouais. Parce qu'on pense que c'est la meilleure façon pour gagner des matchs, tout simplement. Ok. De un peu balayer ces tirs-là. Donc forcément, les croyances du staff vont avoir un impact sur l'équipe. Et du coup, toi, comment tu vois la chose dans les années à venir sur l'importance des données ? Comment, à ton avis, des nouveaux outils pourraient encore plus révolutionner la chose, plus t'aider dans ton quotidien ? Les nouveaux outils, ça peut nous permettre de faire gagner du temps, surtout le côté chronophage que nécessite la vidéo. Ouais. Par exemple, si on réussit à récupérer toutes les séquences d'attaque et de défense, qu'elles sont labellisées par le résultat de l'action, ça nous fera gagner énormément de temps. Mais par contre, pour pouvoir bénéficier de ça, il faut que ce soit précis, que ça puisse labelliser, parce que nous, on labellise manuellement. Ouais, toutes les actions. Et donc, c'est ça, toutes les actions, les résultats, même peut-être ce qui se passe avant le résultat dans l'action. Ouais. Ce serait le top. Et donc, ça, c'est dans le futur potentiellement un gain énorme. Mais ça doit relever des défis aussi énormes pour coller aux besoins du terrain. Ok, on a fait le tour, je pense. Si en 3 phrases, tu devais résumer les points essentiels à retenir sur l'utilisation des données dans le monde du basket de haut niveau, ce serait quoi pour toi ? Alors, l'important des données dans le basket de haut niveau, c'est d'accélérer tous les processus, pouvoir aller plus loin dans le détail avec la vidéo, mettre en avant des choses. Ça permet aux joueurs de revoir directement plus que passer par l'imaginaire et ce que chacun a gardé en mémoire de l'action, qui parfois dévie de la réalité. Et donc voilà, ça permet d'aller plus loin dans les analyses, plus finement dans les détails, et on l'espère optimiser la performance. Ok. Si tu devais nous conseiller une personne à inviter pour parler d'un sujet de la data dans le monde du sport, ce serait qui pour toi ? Ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir interviewer Brian George, qui était assistant coach et avec un petit analyse vidéo en fait pour l'équipe de France et pour des clubs en France. Il a fait pas mal de clubs. Et depuis cette année, il est parti en NBA. Et donc, ce serait très intéressant de pouvoir l'interroger sur justement tout ce qu'ils ont accès, parce que c'est complètement différent. Ok, super. Je te propose qu'on s'arrête là. Merci d'avoir consacré tout ce temps-là sur ce premier épisode plutôt intéressant et enrichissant. Et j'espère qu'on se recroisera. Merci. Retrouvez toutes les infos sur ce podcast sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
Merci à notre invité pour avoir prêté sa voix et merci à tous pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de C-Sports Analytics. C-Sports Analytics, la data au service du sport.